Bonsoir. On va commencer cette séance, mais si ça vous embête pas, j'aimerais quand même dire quelques mots à propos de ce qui est survenu il y a peu de temps et qui nous a tous touchés de loin et de près, mais surtout de près pour ce qui concerne cette commune et nous tous. Tout le monde savait bien qu'il y avait beaucoup de choses qui nous séparaient de Alexandra Cortex en termes de vision et peut-être de vision d'âme. Mais il y avait beaucoup de choses qui nous rapprochaient aussi. Et principalement, ce qui nous rapprochait énormément, c'était l'amour qu'elle portait pour son village. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément, qu'on respecte tous. Et je voudrais vraiment avoir une pensée déjà pour toute sa famille. Parce que quelque chose qui arrive de manière aussi subite et qui touche quelques personnes que ce soit, c'est quelque chose de regrettable, de très triste pour les enfants, pour la famille. Moi j'ai vraiment une pensée particulière pour ces deux minots et pour sa famille. Et j'aimerais que, si vous en êtes d'accord, on se lève et qu'on fasse une minute. Je vous remercie. Je vais procéder à l'appel. Guérin Yannick, présent. Grégory Allenbach, présent. Coralie Morvan, présente. Gabriel Germain, présent. Cathy Michaud-Varenne, présent. Fabrice Matois, présent. Lydie Chambeux, présent. Christophe Ollier, présent. Fabienne Cazola-Romaïfer, présente. Brigitte Perroux, présente. Emmanuel Colombier a donné pouvoir à Christophe Ollier. Béatrice Belmont, présente. Natacha Arnaud, présente. Adeline Vazo a donné pouvoir à Gabriel Germain et Loïc Chauvelon à Grégory Allenbach. Gilles Sana, présent. Régis Beau, présent. Florence Iacono, présente. Séverine Ouzini, présente. Émilie Larguier, présente. Ludovic Laforêt, présent. Antoine Zami, présent. Philippe Chabanon, présent. Agnès Petro, excusez-moi, présente. Bertrand Vedovati, présent. Mathilde Nicolai, présente. Christophe de Junman, présent. Aurélie Lamonica, présent. Et Cédric Chaban, présent. Cédric Chaban qui donc va rejoindre ce conseil municipal et à qui on souhaite la bienvenue. Merci. On va nommer un secrétaire de séance. Je vous propose Antoine Zamit, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour toi, Antoine. On va passer à l'ordre du jour. Alors déjà, on va approuver le règlement, non pas le règlement intérieur, mais peut-être plutôt le compte-rendu de la du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées? Oui, moi je tenais à rajouter un élément puisqu'on avait eu des questions sur l'antenne Free. Donc du coup, en fait, il n'y a pas eu d'enquête publique, il y a eu un dossier d'information qui a été déposé avec un rapport sur l'exposition aux champs électromagnétiques générés, a été mis à disposition du public du 30 janvier au 20 février 2025, donc 3 semaines. Ce registre donc n'a pas eu de contribution, n'a pas eu d'annotation sur ce registre. Donc la déclaration préalable pour l'implantation de l'antenne relais et d'une hauteur de 21 mètres. Je crois que c'est vous qui avez demandé la hauteur. Donc, voilà. Il a été déposée le 23 janvier 2025 et elle fait l'objet d'une décision de non-opposition en date du 30 avril 2025. Et après, le contrat de bail avec Free a été signé donc, le 23 juin 2025 pour une durée de 12 ans pour un montant de 8 000 € par an. Et ça, on l'a validé en conseil municipal donc, du 26 mai 2025. Voilà les informations que je voulais compléter. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui, on n'a pas de remarques sur le compte-rendu. On voudrait savoir si le compte-rendu pourrait nous être envoyé
avant la session suivante du conseil municipal, s'il est prêt avant ou si c'est systématiquement, il faut systématiquement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est prêt, mais... je me tourne vers nos agents parce que c'est eux qui doivent pouvoir vous... On peut vous envoyer la version provisoire, par contre après c'est un document obligatoire qu'on doit mettre avec la convocation des conseils municipaux. Donc, mais c'est vrai que ça serait bien de l'avoir, même s'il est provisoire. Par ailleurs, il retranscrit très bien les échanges qu'on a. Bien. Merci à ceux qui s'en chargent. Ok. Je vais vous proposer de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe donc au rapport numéro 1. Il s'agit de l'approbation du règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement, le MAS des jeunes, et l'instauration des tarifs d'accueil. Je vais laisser la parole à Lydie Chambeux, adjointe déléguée à la petite enfance et à l'enfance, à la jeunesse, aux affaires sociales. Scolaire, pardon. Social, c'est pour moi. Scolaire. Vu la délibération 2210 DCM 14 en date du 12 octobre 2022 portant tarification de l'accueil de loisirs extrascolaires, je rappelais à l'Assemblée délibérante que par délibération 2512 DCM 01 en date du 8 décembre 2025, la commune a approuvé l'avenant numéro 2 au marché de gestion du service dans le champ du périscolaire, de l'enfance, de la jeunesse, portant retrait définitif à Léo Lagrange Méditerranée, titulaire du marché, des prestations jeunesse à compter du 1er janvier 2026. Les difficultés rencontrées par le titulaire ont en effet conduit la collectivité à reprendre la gestion du centre d'accueil jeunesse en gestion directe. C'est ce qu'on avait vu l'autre jour, au dernier conseil, avec le fait qu'il n'y avait pas plus de personnel, etc. C'était compliqué. Donc on a décidé de remunicipaliser la jeunesse. Il convient donc de formaliser les conditions d'accueil des jeunes par un règlement intérieur et d'instaurer les tarifs à appliquer. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante que le règlement intérieur annexé à la présente convocation a pour objectif de définir les conditions d'accueil des jeunes au sein de l'accueil de loisirs sans hébergement, ALSH, le MAS des jeunes destiné aux adolescents entre 11 et 17 ans. Ce règlement précise également les tarifs applicables. Une cotisation annuelle de 16 € par adolescent inscrit est demandée. L'obligation est appliquée pour l'année civile et est due une inscription en cours d'année. Pour les activités payantes et les séjours, le tarif au quotient familial sera appliqué lors des inscriptions. L'annulation d'une activité se fait 48 heures après. Passé ce délai, s'il n'y a pas de justificatif, elle sera facturée si cette dernière est payante. Pardon. Tout est bien indiqué dans le règlement, au niveau des activités, etc. Au niveau des tarifs, pour les activités, si l'activité est payante en demi-journée, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 4 tarifs. Au niveau des quotients familiaux, ça s'étire de 5,50 € la demi-journée à 8,50 € la demi-journée. Pour les vacances scolaires en tarif journée, pareil, il y a 4 tarifs, de 10 € à 16 €. Et ensuite, au niveau des séjours, il y a différents tarifs selon le type de séjour, toujours 4 tarifs différents. Pour un séjour classique, entre 240 et 300 €. Un séjour hiver, qui on sait tous coûte beaucoup plus cher d'aller au ski que d'aller à la plage, entre 400 et 460 €. Et le séjour à l'étranger, 380 à 440 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement, le MAS des jeunes, annexé à la présente convocation, et d'approuver les tarifs susvisés. Il est précisé que la présente délibération abroge et remplace le tarif de la cité jeune fixé par la délibération 2210 DCM 14 en date du 22 octobre 2022. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur cette délibération. Oui, allez-y. Oui, juste une question sur les tarifs qui sont progressifs, donc c'est super. Est-ce que vous avez réfléchi à les faire encore plus progressifs, c'est-à-dire avec des prix encore plus accessibles pour les personnes qui ont très peu de moyens et voire un peu plus pour les personnes qui ont la capacité de payer plus, ou finalement les écarts sont assez... Ouais, non, les écarts sont... Enfin, au niveau de la première tranche, on est vraiment... Là. Donc voilà. Après, on va valider cela et on verra peut-être pour faire s'il y a plusieurs enfants de la même fratrie, en fait. Et ça, on fera une autre délibération. Si je peux me permettre, il dit la volonté, c'est pas d'exclure des enfants des activités qu'on veut mettre en place, mais
au lieu finalement de pratiquer une tarification qui serait vraiment très très basse et serait pas forcément plus juste pour les autres qui payent plus, on préfère à travers le CCAS, le centre d'aide social, on préfère avoir la marge de pouvoir aider ceux qui seraient vraiment dans le besoin. En plus, on sait aussi que quand on est dans le besoin, parfois c'est sur un moment donné, pas forcément sur le long terme, et on a un travail qui est fait avec notre service social et avec aussi les partenaires du CCAS qui nous permet d'avoir quand même une vision qui essaye d'être au plus proche du terrain. Et donc s'il faut qu'on aide des familles qui en ont vraiment besoin et qui ne peuvent vraiment pas payer, à ce moment-là on les aide. On préfère aider les quelques cas qui sont un peu particuliers plutôt que d'ouvrir une boîte de Pandore qui finalement va finir par nuire à la qualité du service rendu, parce que après la ville n'aura pas les moyens d'avoir une politique ambitieuse au niveau de la jeunesse, mais par contre d'avoir un œil vraiment particulier sur les familles et ceux qui auraient vraiment des besoins ou momentanés ou plus pour les aider à eux, plus particulièrement par le biais du CCAS. Est-ce que ça vous va? Enfin, en tout cas, la réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 2, approbation de l'avenant à la convention de partenariat dans le cadre d'une entente intercommunale entre le relais petite enfance territoriale de Pélissane, les communes de Lançon de Provence, Coudoux, Velot, La Phare, Les Oliviers et Rognac. Je laisse la parole à Lydie Chambeux. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'en 2004, une convention de partenariat a été créée entre la commune de Pélissane, porteur du projet initial de relais d'assistants maternels intercommunal, et la commune de Lançon de Provence pour 2 ans. Au fur et à mesure, il y a eu des ajouts. Il y a eu La Phare, Coudoux et Salon pour signer pour 3 ans en 2009. En 2006, pardon, en 2009, il y a Saint-Chamax qui s'est ajouté, etc. Et là, c'est pour en fait signer un avenant à la convention pour ajouter Rognac au niveau de ce partenariat. Ce relais est un espace de rencontre, d'écoute, d'information et d'aide en direction des familles à la recherche d'un mode d'accueil pour les enfants et des assistantes maternelles ou gardes à domicile. Le RPE assure une coordination des assistantes maternelles agréées ou gardes à domicile sur un territoire élargi permettant de répondre à la demande, de mutualiser les coûts de soutien et d'accompagnement des familles et des assistants maternels. Le personnel du RPE territorial employé par la commune de Pélissane se compose actuellement de 2 agents chargés d'exercer les fonctions de responsable d'animation du relais. Ce personnel assure des prestations en direction des assistants maternels indépendants, des employés de garde à domicile et des parents des communes partenaires. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante que la commune de Rognac souhaite intégrer le RPE. Il convient donc de procéder à la signature d'un avenant à la convention conclue pour les années 2025-2027, annexée à la présente délibération. Il est précisé que la commune de Pélissane, porteur du projet initial du RPE intercommunal, a autorisé l'intégration de la commune de Rognac en délibération en date du 19 juin 2025. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'avenant à la convention de partenariat portant l'intégration de la commune de Rognac et d'autoriser le maire à le signer. Le conseil municipal est invité à se prononcer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Le relais petite enfance territoriale, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, c'est vraiment un partenariat qui s'est mis avec pas mal de villes et villages du pays salonnais, celles qui viennent d'être citées, et qui permettent à la fois d'avoir des vrais temps d'échange réguliers sur la manière de gérer la petite enfance au niveau du bassin de vie, mais aussi qui permet aussi de mener des... C'est assez récent finalement, hein, ce partenariat, il a peut-être un mandat derrière lui et encore, donc il permet d'avoir une belle vision, et puis surtout il commence à nous permettre de pouvoir mettre en place des opérations de partenariat. Par exemple, cet été, il va y avoir un camp qui va être mis en place. Alors, je préfère vous le dire de suite, pour l'instant, il n'y aura qu'un voyage cet été. Pourquoi? Pas parce qu'on va en faire qu'un et qu'on sait qu'on ne peut pas en faire plus. C'est tout simplement parce qu'il faut les déclarer à l'avance et que ça prend du temps et que le temps que ça se mette en place, donc au niveau de Velot, on n'a pas eu le temps, avec les gens qui viennent d'être embauchés, de mettre en place ça trop en avance. Je ne sais pas si j'étais clair, j'ai l'impression moi-même je me suis embrouillé tout seul. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que par exemple ce premier camp,
il va se faire en partenariat avec Saint-Chamas. On va avoir 8 jeunes de vélo qui vont partir avec 8 jeunes de Saint-Chamas. Je crois que c'est à hier, il me semble, avec des belles activités. Donc ça va être aussi la possibilité pour nos jeunes de rencontrer aussi des jeunes d'autres communes du bassin de vie et puis de faire encore d'autres opérations conjointement. Donc c'est un très joli projet et je pense que c'est une très bonne chose que Rognac nous rejoigne parce qu'on est sur le même bassin de vie, que les enfants méritent autant que les autres de pouvoir bénéficier de cet accompagnement. J'ai même envie de dire plus que jamais. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Alors, rapport numéro 3, approbation de la convention de mise à disposition de l'offre de services numériques pour l'application de gestion des droits du sol, Carto. Non, carte DS. Ah oui, parce que je croyais que c'était une faute de frappe avec donc carte @ds, mode hébergement entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Velot. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Merci. Il est indiqué donc à l'Assemblée délibérante que la métropole Aix-Marseille-Provence a souhaité mettre en place dès 2019 un programme visant le développement du numérique sur son territoire. Elle s'est engagée à développer un numérique orienté pour l'amélioration de l'offre aux usagers, un numérique responsable et vertueux qui permettra de valoriser le patrimoine des données, mais aussi un numérique mutualisé au service des communes. Donc le logiciel Carte ADS, c'est une solution de gestion des dossiers d'urbanisme en dématérialisation qui facilite effectivement l'accès aux usagers. C'est du foncier et de l'habitat utilisé par les instructeurs du service urbanisme. Ce logiciel est actuellement hébergé localement sur nos propres serveurs. Le projet donc est d'externaliser le logiciel de la métro et d'externaliser ce logiciel à la métropole, donc qui propose le même logiciel dans son offre de services mutualisés avec MetroStore. C'est un peu, c'est des logiciels, c'est du charabia, mais en tout cas ça facilite la vie. Alors, le coût de ce logiciel, il faut savoir que depuis 2020 qu'on utilise Carte ADS en interne, ça nous a coûté donc 3 360 € TTC en ce qui concerne l'achat du logiciel, puisqu'on paye cette licence chaque année. Et ensuite, ça nous coûte 5 732 € TTC en fonctionnement, ce qui correspond à la maintenance du logiciel pour les accès techniques, accès de mise à jour et les documentations. À partir de l'année prochaine, du coup, puisque en 2026, on continue à être en interne, puisqu'on a validé déjà en début d'année le logiciel comme ça. On va payer donc 1 750 € pour ce qui est l'investissement des frais de mise en service, mais ça, on le paye que sur la première année, donc ça sera en 2027. Et ensuite, pour ce qui concerne le fonctionnement du logiciel, ça va nous coûter 3 460 €. Qui correspond donc à la fourniture et maintenance du service. Ce qui, pour faire le calcul simple, donc aujourd'hui ça nous coûte 9 092 € à l'année et à partir de 2027, ça nous coûtera 3 460 € à l'année. Enfin, disons qu'à partir de 2028, parce que 2027, il faut qu'on paye les 1 750 € d'investissement et de mise en service. Donc on a considéré que c'était intéressant de travailler avec la métropole sur ce logiciel, d'autant plus que c'est la métropole qui va gérer la maintenance, qu'il y a une personne qui travaille à la métropole pour s'occuper de ça. Et en plus, ils proposent des formations au service pour travailler sur ce logiciel. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'externaliser via la métropole. Donc, cette convention, elle va rentrer en vigueur au jour de sa notification pour se terminer à la fin de l'année civile. Elle est reconduite par tacite reconduction pour une durée d'1 an. Et celle-ci prendra fin à l'issue, d'une durée de 8 ans. La fin de la convention emporte l'arrêt de la possibilité d'utiliser les droits concédés. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention de mise à disposition de l'offre de services numériques pour l'application de gestion des droits d'ISOL Carte ADS mode hébergement entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Velot, annexée à la présente convocation et d'autoriser le maire à la signer. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer. Y a-t-il des
Donc en fait, c'est le même logiciel. Simplement, il est externalisé, Exactement. il est regroupé, il est en mode partagé. En mode, voilà. Et le serveur sera à la métropole. Exactement. surtout, Et ça nous coûtera beaucoup moins cher. Parce qu'on devrait tomber à 2400 et quelques euros par an dans les années. C'est vous qui aviez posé la question, c'est ça? Vous venez de répondre. Voilà. Bon, bah voilà. Vous aviez le Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Et dans la série, sur le rapport numéro 4, c'est donc l'approbation de la convention de mise à disposition de l'offre de services numériques pour l'application de gestion du contingent de logement Péléas mode web entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Belot et de son avenant numéro 1. Je laisse la parole à Catherine Michaud. Merci, bonsoir. Alors, c'est un peu pareil que le rapport numéro 3, la seule différence, c'est que ce logiciel concerne surtout le social, les logements sociaux. On a à l'heure actuelle déjà un programme numérique qui en fait qui est un peu obsolète, on a du mal à travailler dessus. Donc effectivement, la métropole nous propose une nouvelle offre numérique qui s'appelle Péléas mode web, qui va en fait toujours pareil regrouper plusieurs communes, 92, et c'est un rapprochement en fait et de gestion et des offres sur les logements sociaux. Et ça nous permettra d'être un peu plus, aller plus au fond de déterminer quels logements sociaux on peut donner à telle ou telle personne. Aujourd'hui, on a mis un peu le nez dedans et c'est vrai que c'est un peu complexe, le logiciel que l'on a. Ça, comme dans le rapport numéro 3, ça regroupe également aussi la mutualisation du coût. Donc en 2027, le coût, en fait, il y aura aussi l'investissement qui est les frais de mise en service, qui est autour de 2000 €. Et en plus, vous rajoutez à cela 890 € de fonctionnement. Et après, les années suivantes, ce seront de 890 € TTC les années suivantes, qui effectivement seront par année civile, conduits sur toutes les années avec un maximum de 8 ans. Voilà. J'ai essayé de simplifier. Si vous avez des questions. Oui. En fait, est-ce que la ville garde une autonomie sur la gestion des paramètres? Parce que c'est quand même une question en jeu. Donc est-ce que chaque ville va avoir sa propre gestion des paramètres ou est-ce que c'est imposé par l'AGLO? Enfin, c'est peut-être une question un peu technique. Là, ce qui va être intéressant, c'est que chaque demande de logement se fait sur le service numérique, le SNE. Donc, qu'on fasse une demande de logement à Rognac, à Vitrolles ou à Marseille, on est sur un même logiciel et ça permet de récupérer l'ensemble des données. Donc ça, ces paramètres-là, on ne les touchera pas, c'est des paramètres nationaux. Par contre, l'extraction et le paramétrage que l'on peut faire, si on va avoir par exemple tous les PLAI, PLUS, etc., les T2, les T4, ça c'est de la gestion, on va dire, interne, où on pourra mettre des requêtes par rapport à des données. Donc il y a des données obligatoires, après les requêtes, comme tout logiciel, on peut requêter comme on veut. Aujourd'hui, et sincèrement, si tu mets le nez dans le logiciel... Je sais pas, je connais Péléas, mais je connais pas. Voilà, non mais voilà, j'ai mis le nez dans l'ancien logiciel, c'est un peu... Et la formation va se faire comme pour le rapport numéro 3, c'est-à-dire que ça va être fait par des gens de la... C'est un étrange. En vérité, ça ne change pas grand-chose sur la manière de fonctionner, sauf que la gestion des datas va être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus précise, puisqu'elle tiendra compte beaucoup de ce qui se passe aussi au niveau des communes qui sont autour de nous. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui, du fait de la difficulté à faire du logement social sur Belot, on a beaucoup de gens qui font des demandes sur Rognac, alors peut-être sur Coudoux aussi, sur Vintabrin, mais aussi sur Berre, voilà. Et donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus précise. On passe du traitement de texte en fait un peu lambda à une application, à un logiciel qui est vraiment fait pour ça. Je ne vois pas en quoi on pourrait avoir une perte de contrôle sur ce logiciel. Dans la mesure où de toute manière ce sont les gens qui s'inscrivent ou directement sur les applications et s'ils viennent le faire en mairie pour être aidés, ça se fait de la même manière sur les applications. Donc c'est simplement que ça nous permettra d'avoir une vision un peu plus claire sur les possibilités qu'il y a d'avoir des contingents sur les villes autour
On travaille aussi avec le département, puisqu'il y a aussi des contingents départementaux. Et ben c'est pareil, le fait d'avoir ce vista entre nous, ben ça permettra de moins perdre de temps et peut-être aussi d'éviter des boulettes sur des placements, des fois sur des dossiers où on va mettre 3 personnes et en vérité il y avait une personne qui avait déjà fait une demande, qui était déjà inscrite sur un autre endroit et parfois ça peut créer des boulettes. Parce que, donc on essaie d'être au plus précis, quoi. Parce que notre crédibilité quand on pose des gens pour avoir un logement social, elle tient aussi du fait de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'on s'est aussi beaucoup aperçu, je me suis pas mal aperçu, que parfois on veut faire bien, on positionne des gens, et puis que ces gens-là, quand l'attribution est faite, en fait ils ne veulent pas y aller, ou alors ils ont trouvé autre chose, ou alors c'est pas ce qu'ils voulaient. Et il suffit que ça ait été ou mal rempli, ou que du coup les gens qui sont sélectionnés n'y aillent pas, et ça engage la crédibilité de la ville en fait et de nos services, parce qu'à un moment donné, ils disent, bon, il faut que quand vous nous positionnez des gens, ce soit du sérieux, quoi. Donc c'est important pour nous d'avoir un logiciel qui ait aussi cette précision, pour essayer d'arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité, je vous remercie. Rapport numéro 5, approbation de la convention tripartite d'occupation du domaine domanial temporaire pour l'hébergement de relais sur la commune de Velot pour le télé-relevé. Tu nous en parles un petit peu, Coralie? Oui. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la métropole Aix-Marseille-Provence a confié à la société Vivalgo, par délibération du 27/10/2024, les contrats d'exploitation par affermage au service public de l'eau potable des 21 communes du nord-ouest de la métropole pour une durée de 10 ans, avec une prise d'effet le 1er janvier 2025 et une expiration le 31 décembre 2034. Le dit contrat comporte des engagements contractuels substantiels en matière de mise en place de déploiement d'un système de télé-relevé sur l'ensemble du territoire délégué notamment pour la commune de Velot. À ce titre, la société Vivalgo s'est rapprochée de l'associé Burt's afin de bénéficier de son concours et son expérience. Burt's est une société spécialisée dans la fourniture de services de télé-relevé des compteurs d'eau et de la collecte de toutes données depuis des objets communicants pouvant être remontés via des réseaux radio. Chaque objet communicant collecte des informations et les transmet par onde radio directement ou par l'intermédiaire d'un relais à une passerelle chargée de relayer ces informations vers un centre de traitement. Après avoir équipé les compteurs d'eau de modules communicants, le déploiement du réseau radio se télé-relève en 2 temps. Donc d'abord, il faut faire les installations d'antennes sur des points hauts pour créer une première couche de réseau. Et une fois les passerelles installées, durant les semaines suivantes, le taux d'efficacité des communications est observé. Pour les compteurs qui ne remontent pas correctement, il faut trouver donc d'autres installations. Souvent, c'est le cas où on les retrouve sur les mâts d'éclairage ou de télécom. La convention tripartite avec la société Vivalgo et Burt's est annexée à la présente convocation, précise la condition d'autorisation d'occupation temporaire dans lesquelles les relais nécessaires au télé-relevé des objets sont installés et maintenus par la société Burt's sur les ouvrages utilisés. Il est précisé que cette convention est consentie contre versement d'une redevance annuelle forfaitaire de 0,10 € net, toute charge incluse par ouvrage utilisé par la société. À la fin du déploiement des relais, la société fournira à la commune une liste récapitulant les ouvrages utilisés. Cette liste sera actualisée au 31 décembre de chaque année. Les recettes seront inscrites au budget 2026 et la convention prendra effet le jour de la signature et restera en vigueur jusqu'au 31/12/2034. Donc ça aussi, ça va faciliter les factures, parce qu'aujourd'hui au niveau des factures d'eau on en reçoit 2 par an, donc c'est vrai que si on a une fuite ou s'il y a une problématique sur les réseaux d'eau des particuliers, c'est compliqué à savoir. Donc ça, en ayant cette télé communication, c'est plus facile et donc on va proposer à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention tripartite d'occupation domaniale temporaire pour l'hébergement du relais sur la commune de Velot pour la télé-relevé annexée à la présente délibération et d'autoriser le maire à la signer ainsi que tout document y afférent. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer.
Donc il faut savoir que ça va être mis sur des antennes. Là on n'est pas sur les antennes téléphoniques, hein. Ça va être placé sur les endroits qui existent déjà. C'est pas des grosses antennes et les relais vont être mis sur des poteaux que vous avez de lumière sur le village à différents endroits. Mais pas partout en fait. C'est pas partout, mais à différents endroits, et donc c'est vraiment des trucs blancs, c'est gros comme ça, et ça permettra surtout, on s'aperçoit aussi qu'au niveau des pertes d'eau et de la consommation d'eau, les pertes d'eau sur les circuits qu'on a aujourd'hui sont énormes, parce que suffit qu'on ait des canalisations un peu vieillissantes, poreuses, il y a des fuites, dès qu'il y a une fuite, vous voyez bien quand ils interviennent, c'est des quantités d'eau qui sont énormes, donc la possibilité d'avoir cette vision là-dessus, c'est de pouvoir déjà contrôler nos fluides, et puis savoir à quel endroit il peut y avoir des problèmes potentiels, et puis de faire des économies aussi à ce moment-là, et pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Et si les relevés ne se font pas, si les ondes ne passent pas, la responsabilité relève de qui? Le particulier qui doit se manifester pour s'il reçoit une facture à zéro parce que ça. Comment ça fonctionne en cas de défaillance? Je connais des cas comme ça. La logique, c'est qu'il y aura toujours une facturation on reçoit une facture à zéro dans ce cas-là. Non, il y aura toujours une facturation avec tout ce qui n'est pas relevé, et il y aura quelqu'un qui se déplacera sur place. Ouais, sur les cas particuliers, ils n'ont pas de relevé. C'est potentiellement la possibilité de payer moins, surtout de consommer moins quand il y a des problèmes et de savoir d'où ils viennent. C'est bien si ça fonctionne. Oui. C'est comme les conventions avec la métropole, hein. Ça peut être hyper intéressant, mais il faut que ça marche bien. Mais on est condamné à un peu d'espérance et d'optimisme. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 6, approbation de l'entrée de la commune de Velot, capitale de la société publique locale SPL, Énergie de Provence. Donc il y a une abrogation et avec un remplacement de délibération, c'est ça? Donc je vais laisser la parole à M. Christophe Ollier. On va être rapide, hein. Lors du dernier conseil municipal, il y a eu une erreur de notre part sur deux points exactement. C'est que les 6 actions dont la commune souhaite faire l'acquisition pour entrer dans le capital de la SPL sont détenues par la métropole Aix-Marseille-Provence et non par le département des Bouches-du-Rhône. Et qu'en plus, il convient de désigner un représentant de la commune pour siéger au sein du conseil d'administration de la SPL Énergie de Provence. Donc voilà ce qui reste à... Donc il est proposé au conseil municipal de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation du représentant communal au sein du conseil d'administration de la SPL. Et il est ensuite proposé à l'Assemblée délibérante de participer au capital de la société locale Énergie de Provence en faisant l'acquisition de 6 actions à la valeur normale de 1 000 € détenues par la métropole Aix-Marseille-Provence dans le capital de la SPL pour un montant global de 6 000 €. Désigner M. Emmanuel Colombier, conseiller municipal, pour siéger au conseil d'administration de la SPL Énergie de Provence et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette participation et acquisition d'actions. Le conseil municipal est invité à se prononcer. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 7. Donc là, il s'agit des décisions du maire qui ne donnent pas lieu à vote. Donc il y a un bail précaire, 1 rue Jean-Jacques Rousseau. Donc ça, c'est la Bastide de Lopez, c'est ça? Pour les boutiques éphémères. Ah, boutique éphémère, c'est après alors. Donc sur les boutiques éphémères, on continue à faire un bail régulier, ce qui nous permet quand même d'avoir la liberté sur le long temps de savoir ce qu'on veut faire de cet endroit. Et comme ça fonctionne bien et que ça apporte beaucoup de choses, on espère qu'on va le faire encore longtemps. C'est le bonheur des gens qui viennent visiter le village et puis pour les artisans qui y siègent. Donc ensuite il y a un avenant numéro 1 à la convention d'occupation précaire d'un logement communal à la Bastide Lopez. Donc c'est un logement qui est accolé à la Bastide Lopez, qui est au-dessus de la Bastide Lopez, 54 allée de la Pérode à Velot. Donc pareil, c'est une convention de bail précaire puisque c'est un logement dit d'urgence et c'est surtout un logement dont on se sert quand on a vraiment un problème important et on essaie de faire en sorte que cet appartement soit assez rapidement relibéré pour pouvoir être prêté ou mis en location. Là c'est le cas, le temps d'un relogement ou d'un règlement de la problématique qu'il peut y avoir au niveau du social.
Voilà. C'est tout pour les décisions. On n'a pas eu beaucoup, non? On s'est pas longtemps, c'est ça? Donc si vous voulez bien, on va passer aux questions formulées. Il y en a 3 par le groupe Vélo est à vous et portées lors du conseil municipal par M. Philippe Chabanois. Alors question numéro 1, lors du conseil municipal du 27 avril, nous avons posé la question de la raison d'être d'une seconde demande de défrichement aux Estrados. Vous avez répondu qu'il n'y en avait pas une. Nous vous transmettons donc en PJ l'arrêté du 5 décembre 2025 et son annexe qui concerne cette première autorisation et sauf si erreur de notre part, autorise déjà le défrichement avec une validité de 5 ans. Pourtant, le 23 avril 2026, le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de défrichement auprès de la DDTM. Pourquoi autoriser en avril 2026 le dépôt d'un dossier déjà accepté en décembre 2025? Est-ce une régularisation après coup, une erreur de rédaction, une nouvelle demande ou bien l'arrêté du 5 décembre n'est-il plus valide? Donc l'arrêté du 5 décembre 2025, il est valide. Compte tenu du recours sur cet arrêté, la DDTM nous a conseillé de délibérer pour répondre aux questions juridiques qui pourraient se poser sur la formalisation de cet arrêté suite au recours du collectif. Le passage en conseil municipal donne donc une force juridique supplémentaire à la demande d'autorisation de défrichement. Question numéro 2. Pour des raisons de transparence, nous souhaitons avoir communication du courrier du 11 juillet 2025 adressé par la mairie à la métropole portant mention de modification souhaitée du PLU. Est-ce possible? Donc le travail sur la modification numéro 4 a fait l'objet de différents allers-retours avec la métropole, mais aussi avec les services de l'État lors des rencontres au cours desquelles nous avons à nous justifier sur notre carence en logements sociaux. C'est ce que j'ai expliqué au dernier conseil municipal. Les documents de travail ne sont pas diffusables en l'état. Le 11 juillet 2025, j'ai saisi officiellement la métropole. Je ne peux pas vous donner les détails de ce courrier car il reprend des éléments à la parcelle qui sont encore en cours de travail par la métropole. Donc par souci de transparence, je peux vous lire la première page de ce courrier qui correspond à l'introduction de la démarche. Cette page sera consignée au procès verbal du conseil. Donc il s'agit en objet d'une saisine de modification PLU. Donc je vous donne la teneur du courrier. Madame la Présidente, je souhaite appeler votre attention sur le plan local d'urbanisme de la commune de Velot adopté par délibération du 28 décembre 2015. Il apparaît que certaines des dispositions de ce PLU ne sont pas conformes aux attentes de la population et au projet d'aménagement de la commune. Nos services collaborent ainsi depuis plusieurs années pour corriger les dispositions d'urbanisme applicables au territoire veloxien, notamment via des procédures de modification de droit commun. C'est un courrier qui date du 11 juillet 2025. La commune a la volonté politique de créer des logements sociaux tout en restant sous le seuil de 10 000 habitants. Perte de DSR, dotation de solidarité, donc je crois qu'on est à entre 110 000 et 128 000 euros annuels. Donc autant vous dire qu'à partir de 10 000 habitants, on n'a plus le droit à ça. Parmi toutes les choses, on pourrait croire, parce que c'est vrai que quand on s'est posé la question, moi je me suis dit, qu'est-ce que ça va nous apporter si on arrive à 10 000 habitants, comme c'est un seuil important qui est reconnu par l'État. Je me suis dit peut-être qu'à partir de 10 000 habitants, on va toucher plus d'argent pour faire fonctionner les services. Je sais pas, j'imaginais bêtement que ça pourrait être aussi un plus, quoi, pour avoir plus de services aussi, avoir plus d'officiers de police. Et en fait, non, nous, si on passe à 10 000 habitants, en fait, on n'aura plus la DSR, et donc on perd quasiment entre 210, tu m'as dit 110 000 euros par an. Voilà. Dans la suite des surprises, voilà. Donc on n'a pas forcément d'intérêt à trop se développer de ce côté-là. Donc cette perte de DSR qui ne serait donc pas compensée, j'ai bien entendu parler des problèmes de mobilité. La commune met en place tous les dispositifs afin de faciliter la construction des logements sociaux, convention EPF, PACA, donc c'est la possibilité de faire préempter des bâtiments, c'est ce qu'on a fait avec l'antépénultième mairie, le bâtiment en face, c'est ce qu'on a fait avec Midifer, nous fait le parking, c'est ce qu'on a fait avec le bâtiment qui va être après la gare, donc Midifer, c'est ça. Où on a pu en plus faire des subventions d'équilibre pour que les opérations soient faisables, et en plus ces subventions d'équilibre et ces moins-values à la vente nous permettent de les défalquer des pénalités SRE. Donc quand on peut le faire, on le fait. Donc comme c'est écrit, les subventions d'équilibre et moins-values foncières, etc. Néanmoins, afin de mobiliser du foncier communal disponible, le zonage du PLU de certains secteurs doit être modifié.
aussi dans l'attente de l'approbation du PLUI, donc le PLU intercommunal, qui devrait signer, si Dieu veut, en 2028, et compte tenu de la carence de la commune en production de logements sociaux, je crois qu'il y a eu un article sur nous, sur la Provence la semaine dernière, sur les mauvais élèves, la commune a validé avec les services de la métropole le principe de prescrire une modification du PLU en vigueur. Nous souhaiterions ainsi solliciter vos services afin qu'ils puissent proposer des procédures et un calendrier pour les modifications suivantes. Donc ces éléments, ils ont été repris dans la délibération de la métropole qui est datée du 6 octobre 2025. Pour vous en faire une synthèse, le plan local d'urbanisme de Velot, c'est un engagement de la modification donc numéro 4. Donc ce courrier commence, comme le précédent, Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur proposition du commissaire rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant, en application de l'article L 5217-2 du Code général des collectivités territoriales, la Métropole exerce la compétence en matière de plan local d'urbanisme, document tenant lieu de l'ensemble de son périmètre. Le plan local d'urbanisme de la commune de Velot a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 2 octobre 2009 et a fait l'objet de 3 modifications. Par courrier du 11 juillet 2025, la commune de Velot a sollicité la métropole Aix-Marseille-Provence pour l'engagement au Conseil métropolitain d'une procédure de modification de son plan local d'urbanisme. Les ajustements envisagés dans le cadre de cette 4e modification du plan local d'urbanisme de Velot portent sur des modifications du zonage, du règlement permettant notamment des évolutions en lien avec les projets de la commune. Cette modification numéro 4 a pour objectif la réalisation d'un pôle administratif accueillant des services techniques, la police municipale et la réserve communale sur le site actuel des services techniques. La commune a également la volonté de reclasser des complexes sportifs en zone d'habitation mixte, avec la possibilité d'implanter des équipements publics et collectifs en y intégrant une servitude de mixité sociale. Le 3e objectif de cette modification concerne le zonage en entrée de ville sur le secteur du Collet de l'Aigle, le terrain du lycée. Sur la RD20, il est proposé le reclassement de certaines parcelles et d'y instaurer une servitude de mixité sociale. Cette opération anticipe la mise en œuvre d'une orientation d'aménagement de la programmation, une OAP, prévue dans le cadre du PLUI. Par conséquent, les pièces du règlement écrit, notamment l'article 11 relatif aux dispositions applicables en zone d'aléa inondation, ainsi que le règlement graphique et les annexes pour les servitudes de mixité sociale, sont concernés par cette modification. La nature de ces évolutions entre pleinement dans le changement d'application de la procédure de modification encadrée par l'article L153-36 et suivant du Code de l'urbanisme. Ensuite, la procédure de modification de PLU a été engagée par arrêté de la métropole daté du 27 janvier 2026 avec un article 1 où il est prescrit une procédure de modification numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Velot et en article 2, le projet de modification sera notifié aux personnes publiques associées et soumis à une enquête publique selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, vous ne pourrez avoir des décisions qu'en temps utile lors de l'enquête publique. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible avec les éléments qu'on peut vous donner pour l'instant. Une fois que je vous ai dit ça, je vous dirai juste une chose très simple, c'est que j'essaye moi de raisonner, et avec tout le monde on essaie de raisonner, on essaie en bon père de famille. Hein. On nous a toujours dit qu'il fallait faire attention à notre patrimoine. Alexandra nous le disait souvent, c'était un souci pour elle. Aujourd'hui, effectivement, il y a du patrimoine qu'on réhabilite, il y a du patrimoine qu'on vend, mais il y a aussi le patrimoine sur lequel on a des projets. On ne peut pas nous dire d'un côté on signe un contrat SRU, en tout cas on respecte un contrat SRU qui a été signé ultérieurement à notre arrivée à la direction de cette belle ville, mais en même temps on est obligé, nous sur ce temps-là, c'est ce qu'on a fait beaucoup sur le précédent mandat, c'est de regarder quels sont tous les potentiels de notre village en termes de logements, de terrains qui sont à nous et qui sont aussi du patrimoine. Il y a ce qui est sur le contrat SRU, il y a certains projets qui étaient signés qu'on nous oblige à faire et que moi je ne veux pas faire parce que pour moi ils nous mènent droit dans le mur. En tout cas j'essaie de les ralentir au maximum et face à l'État c'est très compliqué. Le projet de la CIF, je ne sais pas si vous voyez le projet de la CIF, quand on part vers les Barjaquets, qui est un projet de plus de 300 logements, 400 logements, sur un terrain qui est en partie des problèmes d'inondabilité, mais qui est aussi contraint par la voie ferrée qui empêche de rejoindre la D20, donc qui
finalement reverserait toute la population sur les plans du PAEN, donc sur des voies qui aujourd'hui sont même pas adaptées pour ça, au niveau des voiries, des trottoirs. Donc quand on voit régulièrement le sous-préfet qu'on lui dit là on ne veut pas faire le projet que vous voulez qu'on fasse sur notre contrat, il faut leur proposer autre chose. Sinon ça ne marche pas. Et même quand on leur propose autre chose, ils disent oui c'est super, mais à la fin ils reviennent encore sur le projet initial. Mais ça vous le faites quand même. C'est comme ça que ça se passe, il faut se le dire, hein. Je veux dire, c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire pendant un mandat, c'est de trouver quels sont les autres gisements, quoi. Quelles sont les autres possibilités d'avoir des endroits peut-être un peu moins contraints et qui nous permettraient à la fois de faire du logement social. Quand je dis faire du logement social, c'est aussi faire du logement social qui soit digne et qui soit à l'image et dans l'esthétique d'un village comme le nôtre. L'idée, c'est pas de faire des tours comme on voit à Rognac ou ailleurs. L'idée, c'est de faire du logement où les gens, les jeunes, beaucoup, mais pas que, ont envie d'aller habiter. Pas là où tu vas habiter en disant, oh, putain, dès que je peux, je me tire, quoi. Parce que ça veut dire que ça sera un logement qui ne sera pas respecté. Voilà, donc on est obligé de faire quelque chose qui soit de bonne qualité, qui respecte aussi le voisinage au maximum. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire déjà depuis un mandat et qu'on va essayer, à travers cette modification de PLU, de pouvoir enclencher quand on le pourra sur des projets qui nous permettent d'être, de ne pas répondre qu'à la demande, qui était la demande originelle, mais de pouvoir proposer des choses un peu mieux, notamment sur le Collet de l'Aigle, l'ancien terrain du lycée, qui est quand même un terrain de combien d'hectares il fait le Collet de l'Aigle? Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est quand même 6 ou 7 hectares. Voilà, c'est quand même un terrain qui a été acheté par la commune au prix fort, donc au prix du constructible. Et c'est un des achats qui fait qu'aujourd'hui, la ville est endettée. Parce qu'elle a coûté beaucoup d'argent. C'est un peu comme si vous aviez tous acheté un terrain et qu'au moment où vous avez commencé à rembourser votre terrain et que vous voulez construire la maison, bah on vous dit ah ben non, il n'est plus constructible. C'est exactement ce que dit aujourd'hui la commune. C'est-à-dire qu'au moment où on commence un peu à se désendetter et qu'on a pris que nos prédécesseurs ont acheté ce terrain-là, au moment où on se dit bah, peut-être qu'on pourrait faire un petit projet sympa dans un coin qui est pas très près des autres habitations, qui est dans un coin agréable aussi, peut-être faire un complexe sportif aussi, puisque c'est ce qu'on pouvait faire au début, ben là on va rentabiliser notre argent, puisque quand on va vendre le terrain au promoteur, c'est l'argent, c'est pas moi, c'est nous qui allons prendre l'argent qui correspond. C'est pas des petites sommes. Et aujourd'hui, c'est ces sommes qui vont nous permettre de refaire la voirie de la colline, c'est ces sommes qui vont nous permettre de refaire les voiries du village, de refaire l'entrée de ville à la RD 55 qui coûte beaucoup d'argent. Donc nous, le seul truc, c'est d'arriver à trouver le meilleur consensus possible entre le fait, ces opérations, entre nous, on se le dit, de les faire sur des terrains qui nous appartiennent, parce que la CIF, pour le petit exemple, ça appartient à des privés. Donc eux, ils vont faire une belle opération, ils vont bien se gaver, et nous, on va avoir que les emmerdes. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire des projets, qui soient des beaux projets, en respectant les gens qui vont y habiter, mais aussi de pouvoir prendre l'argent parce qu'on est propriétaire du terrain. Je ne pense pas que l'un d'entre vous puisse avoir une vision différente si c'était des terrains qui nous appartenaient, quoi. À un moment donné, c'est bien, mais si on peut prendre l'argent, nous, on prend nous. Et en faisant pas n'importe quoi. Par contre, ça nécessite beaucoup d'études. Le Collet de l'Aigle, il y a une étude qui est en cours avec la métropole. On s'est fait cofinancer, qui va permettre, avec une étude 4 saisons, de faune, de flore, de vérifier si on peut avoir cette accessibilité sur le Collet de l'Aigle ou pas, en lien avec les problématiques hydrauliques. Donc on devrait avoir des premières réponses d'ici la rentrée. Hein, et en fonction de la rentrée, c'est ce qui permet aussi, à travers les modifications du PLU, de ne pas trop perdre de temps si on décide de faire un projet dessus. C'est pas parce qu'on fait une modification de PLU qu'on va faire tout ce qu'on a mis dessus. La modification de PLU, elle nous permet de ne pas attendre 2028, la signature du PLUI, pour pouvoir, si on a des résultats qui nous permettent de faire des projets, de les attaquer le plus rapidement possible. Parce que c'est avec ça. Si on perd 2 ans, je suis peut-être un peu long, mais c'est bien de dire les choses quand même. Si on perd 2 ans pour cette modification de PLU pour enclencher un projet, c'est de l'argent qui va arriver que 2 ans plus tard. Si on fait des projets de logement, ben ça voudra dire que ça sera tenu compte dans les pénalités SRU, mais à N+2, donc dans 2 ans. Donc on perd beaucoup de temps en vérité. Donc le fait de faire cette modification de PLU, c'est simplement la possibilité de gagner peut-être 1 an, 2 ans, si jamais on fait un choix en fonction des retours d'études qu'on aura, pour ne pas attendre 2028 d'avoir le PLUI qui soit signé, et à ce moment-là de faire démarrer les choses qui finalement feront que nos projets ils seront pour le prochain mandat, quoi. Donc on essaye de trouver le juste milieu entre l'intérêt de la ville financier, les possibilités qu'on a au niveau des lois,
et aussi de gagner un maximum de temps en essayant d'enquiller les choses pour ne pas perdre de temps tout simplement. Voilà. C'était un peu long, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, la troisième question est là. Donc question numéro 3, nous souhaitons connaître et nous souhaitons que l'ensemble des Veloxiens puissent connaître la totalité des délégations, sous-délégations, des conseillers municipaux ainsi que les participations aux différents conseils d'administration. Nous les apprenons un peu par hasard et une publication sur le site de la mairie sera appréciée de toutes et tous. Est-ce possible? Voilà. Mais moi je reconnais bien cette manière de toujours insinuer que nous ne sommes pas transparents, nous ne communiquons pas sur les choses. C'est quelque chose qui est assez récurrent, mais bon, c'est toujours surprenant. Donc j'ai du mal à la comprendre, moi, cette question. La première majeure partie des délégations, elle a été délibérée lors du conseil municipal du 7 avril. Notamment les membres du conseil d'administration du CCAS, du conseil syndical du CIVOM, de la Basse-Vallée de l'Arc, du CIVU, de l'hôpital de Salon, les membres des commissions CAO pour les appels d'offres, les MAPA ouvertes, celles qui sont ouvertes bien sûr, les DSP, ils ont tous été désignés. Ces délibérations sont bien publiées sur notre site internet, comme toutes nos délibérations municipales. Parallèlement, les 8 adjoints ont reçu une délégation du maire dès le 8 avril via les arrêtés publiés sur l'affichage légal sur le site de la mairie. Il s'agit des arrêtés de 26 AM 31 à 26 AM 38 publiés le 8 avril. Enfin, les conseillers municipaux travaillent ensemble et avec les services depuis le début du mandat. Notre activité est diverse, intense. Nous avons organisé des bureaux d'adjoints, des bureaux municipaux, des groupes de travail seulement entre élus de la majorité, des groupes de travail avec les services, des rencontres avec les partenaires, des conseils d'administration, des comités syndicaux. Le magazine municipal reprend le trombinoscope de tous les élus avec les délégations ainsi que quelques explications. Nos conseils municipaux sont filmés puis mis en ligne sur la chaîne officielle YouTube de la ville de Velo. Donc en fait tout est transparent et peut-être pas assez à votre goût, mais en tout cas voilà les réponses que je peux vous donner là-dessus. Oui. Alors d'abord je voudrais dire que je n'insinue rien du tout, je pose juste une question. Par exemple, j'ai appris que M. Sana s'occupait du patrimoine à l'inauguration d'une exposition de tableaux. Je ne le savais pas. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est là où je ne comprends pas, parce que vous avez été le premier à me dire, de vous parler que vous aviez une équipe où tout le monde faisait les choses ensemble, tout le monde décide des choses ensemble et tout le monde travaille ensemble. C'est bien un peu la destination de votre équipe. Oui, c'est comme ça que vous la représentez fièrement sur les réseaux et ailleurs d'ailleurs. Bon, ben, nous on a une équipe où on travaille ensemble, même si vous pensez que c'est pas vrai. Et effectivement, chaque élu a une mission, une fonction, il travaille en étroite collaboration avec son adjoint. Et tout le monde a quelque chose à faire dans notre équipe. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Mais j'en doute pas. Mais vous me posez la question, je vous réponds en fait, M. Chardonnay. Sur la culture, on a Chris Ollier qui est en lien avec la transition et la culture. Et pour faire un bon travail et être présent sur le terrain et donner encore une fois du travail à tous les élus, vous avez Émilie Larrier qui s'occupe de la partie Espace Nova, de l'événement et tout. Vous avez Brigitte Perroux qui sait de quoi elle parle et qui s'occupe de la partie médiathèque. Et vous avez Gilles Sana qui s'occupe de la partie tourisme, en lien patrimoine, mais pourquoi je dis tourisme? Parce que c'est un lapsus sûrement révélateur, mais qui travaille également conjointement avec Greg Allenbach sur la partie économique et développement touristique, avec Loïc Chauvelon, qui n'est pas là ce soir, mais qui travaille aussi là-dessus, en lien avec les mêmes élus qui travaillent sur le patrimoine, histoire d'avoir la meilleure synergie possible. Sur d'autres domaines, sur l'enfance, vous allez avoir, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça a changé, donc vous avez vous avez Lydie Chambeux qui travaille en lien avec Florence Iacono, qui travaille aussi avec Madame Ouzini. Donc vous avez Antoine Zami qui travaille en lien avec l'atelier partagé, mais qui va aussi travailler sur l'espace jeune. Vu son jeune âge, il sera un peu le vieux leurs vieux, mais un peu moins que nous. Voilà, chacun, il n'y a pas une personne au sein de cette équipe qui n'a pas aujourd'hui une mission, qui ne travaille pas avec d'autres personnes. Et quelque chose qui pourra aussi vous rassurer, c'est que suivant les sujets qu'on va faire, on est en train de mettre en place, et ça n'a rien d'anodin parce que c'était dans notre programme politique, on va travailler sur la citoyenneté, qui va faire partie même de l'organisation de nos services,
avec un point sur la citoyenneté qui nous permettra de travailler avec tout le monde sur la concertation citoyenne et sur des sujets très divers. Et quand ce sera le moment, on pourra travailler même avec tous les citoyens qui pourront travailler sur ce genre de choses, et notamment en lien avec la jeunesse. Voilà. Mais j'ai pas de doute là-dessus, c'est simplement ce que je voudrais, c'est qu'on sache ce que vous venez de dire. C'est aussi le lieu, un conseil municipal pour échanger. Vous me posez la question, moi j'essaie, comme sur la question précédente, j'essaie de vous donner le maximum d'infos. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Voilà. Et puis en plus c'est filmé, donc voilà, tout le monde peut. Voilà, ce qui est dit est gravé dans l'image et dans le son. Il n'y avait pas d'autres questions? Non. Écoutez, je vais vous remercier de votre présence. Je vais remercier une fois de plus TV Vélo qui est présent pour filmer. Merci à vous. Ah, je crois que... Ah oui, une chose, je vous donne une info. On est obligé de faire un conseil municipal le vendredi 5 juin. Alors, c'est pas de notre fait, c'est par rapport aux élections sénatoriales, c'est ça? Donc, c'est carrément la préfecture qui nous oblige à le faire. Nous allons l'organiser exceptionnellement le 5 juin à 12h30. Je sais que tout le monde ne pourra pas être là, mais si on pouvait avoir un quorum, ça nous permettrait de... Ça va être pour désigner les grands électeurs, je crois, hein, c'est ça? Donc si vous pouviez voir avec Jean-Baptiste, éventuellement lui dire pour ceux qui sont présents, on essaie d'avoir un quorum pour pouvoir... Les élections sénatoriales, c'est quand? Les grands électeurs devront aller le 27 septembre 2026 en préfecture pour faire... pour les élections sénatoriales. Bon, merci beaucoup à vous tous. Je suis allée une fois